Parlons du développement agile du point de vue du Product Owner. Voici Pat. Elle est Product Owner. Elle a une vision de ce que devrait être son produit, et elle est très enthousiaste. Elle ne connaît pas les détails des services que son produit va rendre, mais elle sait pourquoi elle veut construire ce produit, quel problème il est censé régler, et à qui il s'adresse. Elle en parle tout le temps. Voici les utilisateurs. Ce sont les personnes qui vont utiliser le produit ou qui vont être affectées par lui d'une manière ou d'une autre. Pat pense que ces personnes vont adorer son produit, l'utiliser tout le temps et en parler à leurs amis. Les besoins des utilisateurs et les idées de Pat sont exprimés dans des user stories. Par exemple, s'il s'agissait d'un système de réservation aérien, les utilisateurs devraient être capables de trouver un vol, et ce serait une user story. Pat et les utilisateurs ont beaucoup d'idées, alors Pat aide les utilisateurs à les traduire en user story concrètes. Mais il faut des personnes pour construire le système. Ce serait le travail d'une petite équipe de développeurs. Ils ne livrent pas un gros produit à la fin, mais ils fournissent tôt et souvent. Dans notre exemple, ils produisent entre 4 et 6 user stories par semaine. La capacité est facile à mesurer. Comptez simplement le nombre de user stories par semaine. Certaines sont grosses et comptent pour 2, d'autres sont petites et comptent pour moitié, mais en moyenne, cela représente entre 4 à 6 user stories par semaine. Certains appellent cela des points de user story, nous appellerons cela des stories par semaine. Pour maintenir cette cadence et ne pas être bloqué par des tests de non-régression manuelle, l'équipe investit beaucoup dans les tests automatiques et l'intégration continue. Chaque user story a au moins un test automatique d'acceptance, ainsi que du code de test unitaire. Le problème est que les utilisateurs demandent des tas de choses différentes. Ils ne sont pas limités à 4 à 6 idées par semaine. Ils ont beaucoup d'idées et de souhaits. Et plus l'équipe produira, plus cela leur donnera de nouvelles idées et ils demanderont de nouvelles choses. Alors que se passera-t-il si nous essayons de satisfaire toutes leurs demandes? Nous serons dépassés. Supposons que l'équipe se mette à travailler sur 10 user stories par semaine. Ils ne peuvent produire que 4 à 6 fonctionnalités. L'équipe sera en surcharge. Cela causera de la démotivation, des frustrations, et à la fin, cela baissera la performance et la qualité. C'est une approche perdant-perdant. C'est comme bourrer une imprimante pour qu'elle imprime plus vite. Ou amener plus de voitures sur une autoroute déjà bouchée. Cela n'arrange rien, et même cela empire la situation. Alors, que fait-on? La méthode Scrum a une façon d'aborder ce problème. Cela s'appelle la météo d'hier. L'équipe se dit, durant la semaine dernière, nous avons produit 4 à 6 user stories par semaine. Alors, parmi les user stories, quels sont les 4 à 6 que nous allons faire cette semaine? C'est le travail du Product Owner de faire ce choix. Parmi l'ensemble des user stories dans l'univers, quelles sont les 5 prochaines que nous devons livrer? Il faut limiter le travail en cours, work in progress. Supposons que le nombre limite de stories par semaine est 5, que c'est juste le nombre qui permet à l'équipe d'être occupée sans être en surcharge. 5 est appelé la WIP limit. À chaque fois que l'équipe termine une story, il en accepte une autre, en veillant simplement à ne pas dépasser la limite de 5 user stories. Cette approche fonctionne bien et garantit que l'équipe aura assez de travail et pourra le faire rapidement et efficacement. La conséquence est qu'il y a un amoncellement de stories en amont du processus. Scrum appelle cela le product backlog. Il faut que quelqu'un gère cette file d'attente. Supposons que les clients formulent 10 nouvelles stories par semaine et que l'équipe continue à en produire 4 à 6. Cela veut dire que la file d'attente ne cessera d'augmenter. Avant de s'en rendre compte, on aura 6 mois d'attente dans la production. Cela veut dire que chaque story fournie par l'équipe aurait été formulée 6 mois avant par l'utilisateur. Pas très agile. Il n'y a qu'un moyen pour que la file reste sous contrôle, c'est de dire non. C'est le mot le plus important pour un product owner, et Pat s'entraîne tous les jours devant son miroir. Dire oui, c'est facile, spécialement quand cela n'a pour conséquence que d'ajouter une story à une liste sans fin. Le travail le plus important d'un product owner est de décider de ce qu'on ne doit pas faire et d'en assumer les conséquences. Et c'est pour ça que c'est difficile. Le product owner décide ce qui rentre et ce qui n'entre pas dans cette liste. Il décide aussi des priorités, ce qui est fait d'abord, ce qui est fait ensuite, et combien de temps cette liste existera. C'est un travail difficile, et Pat ne le fait pas toute seule. Elle collabore avec l'équipe et les usagers. Pour prioriser, Pat doit avoir une idée de la valeur de chaque user story ainsi que de sa taille. Certaines stories sont d'une importance critique, d'autres sont des bonus. Certaines nécessitent quelques heures, d'autres des mois. Maintenant, regardons quelle est la corrélation entre la valeur et la taille. Il n'y en a pas. Plus gros ne veut pas dire meilleur. Pensez à n'importe quel système que vous utilisez. Je suis certain que vous pouvez penser à au moins une fonctionnalité petite mais essentielle que vous utilisez chaque jour, et une très grosse et compliquée qui est totalement sans importance. La valeur et la taille est ce qui aide Pat à prioriser de manière intelligente. Par exemple, ces stories ont à peu près la même taille, mais des valeurs différentes.
Faisons celle-ci en premier. Ici, les stories ont à peu près la même valeur, mais elles sont de taille différente. Donc, il faut s'occuper de celle-là d'abord. Cela semble assez simple. Mais attendez un moment. Comment sait-elle la valeur des stories? Et comment en connaît-elle la taille? Voilà la mauvaise nouvelle, elle ne sait pas. C'est un jeu de devinette, et c'est un jeu dans lequel tout le monde est impliqué. Elle parle en permanence avec les usagers pour savoir la valeur, et elle est en contact permanent avec l'équipe pour savoir ce qui est gros ou petit du point de vue de l'effort de développement. Ce ne sont pas des données précises, mais des données relatives. Je ne sais pas combien cette pomme pèse ou cette fraise, mais je suis à peu près sûr que cette pomme pèse au moins 5 fois plus que la fraise, et que la fraise a un meilleur goût. À mon goût au moins. Et c'est seulement cela que Pat a besoin de savoir pour faire ses priorités. Au début d'un nouveau projet, les estimations sont toujours mauvaises. Ce n'est pas grave. La valeur la plus grande est dans la collaboration, pas dans les chiffres. Et à chaque fois que l'équipe fournit quelque chose aux usagers, on apprend quelque chose, on s'améliore dans l'estimation des valeurs et de la taille. C'est pour cela que constamment, nous repriorisons et réestimons. Tout faire correctement depuis le début est assez stupide car on n'a rien livré. Donc la boucle de feedback est notre ami. Prioriser n'est pas suffisant. Pour livrer tôt et souvent, nous avons besoin de diviser les stories en pièces unitaires. Préférez quelques jours de travail par story. On veut cette forme sympa, avec des stories claires et petites devant, et des stories grosses et vagues à l'arrière. En faisant cela au dernier moment, vous pouvez faire des changements tard, en fonction de vos besoins. Tout ce dont je viens de parler, estimer la valeur et la taille des stories, prioriser, couper, est communément appelé backlog grooming. Pat fait un backlog grooming tous les vendredis de 11h à 12h, 1 heure par semaine. L'équipe complète est généralement là et parfois quelques utilisateurs. Parfois il se concentre sur l'estimation, parfois sur le découpage des stories, parfois en écrivant des critères d'acceptation des stories, etc. Peu importe, ce qui est important en fait, c'est la communication. Quand je demande à des PO expérimentés ce qui les amène au succès, ils évoquent généralement la passion et la communication. Donc ce n'est pas une coïncidence si le premier principe du manifeste agile précise « Individus et leurs interactions sont plus importants que les processus et les outils ». Donc le travail du product owner n'est pas de saturer l'équipe avec des stories. C'est ennuyeux et sans intérêt. Pat, à la place, veille à ce que chacun comprenne la vision, que l'équipe soit en contact direct avec les utilisateurs et qu'il y ait de régulières livraisons à de réels utilisateurs. De cette manière, l'équipe apprend et prend des décisions seule. Pat peut alors se concentrer sur la grande image. Parlons maintenant des compromis qui doivent être faits entre Pat et l'équipe. Tout d'abord, il y a un compromis entre les différents types de valeurs. Au début du projet, les incertitudes et les risques sont nos ennemis. Il y a le risque business, faisons-nous la bonne chose? Le risque social, est-ce que ces personnes peuvent le faire? Le risque technique, est-ce que cela va fonctionner sur la plateforme ciblée? Le risque de coût ou de calendrier, pouvons-nous finir le projet dans une quantité raisonnable de temps et pour une quantité raisonnable d'argent? La connaissance peut être vue comme l'opposé du risque. Donc, si le risque est grand, notre focus doit être sur l'acquisition de connaissances. Nous nous concentrons sur des choses comme un prototype d'interface utilisateur ou des sprints techniques. Probablement pas très excitants pour les utilisateurs, mais toujours valorisés car nous réduisons le risque. D'un point de vue de la valeur client, la courbe ressemble à cela au début. Et quand l'incertitude se réduit, nous nous concentrons de plus en plus sur la valeur client. Nous savons comment le faire, donc faisons-le, tout simplement. Et en traitant d'abord les stories ayant la plus grande valeur, nous obtenons cette belle courbe. Et ensuite, graduellement, la courbe de valeur stagne. Nous avons fait le travail le plus important et implémentons maintenant les fonctions bonus. C'est une étape confortable car à tout moment, Pat et l'équipe peuvent décider de couper la queue, ici, et d'aller sur un autre projet ou commencer une toute nouvelle fonctionnalité sur le même produit. C'est l'agilité dans le business. Quand je parle de valeur ici, j'entends valeur des connaissances et valeur client. Et nous devons continuellement trouver le compromis entre les deux. Un autre compromis est réflexion à court terme contre à long terme. Devons-nous faire cette urgente hotfix ou faire cette super fonctionnalité qui va scotcher les utilisateurs ou faire cette difficile mise à jour d'environnement qui va nous permettre de développer plus vite dans le futur? Nous devons continuellement balancer entre réactif et proactif, éteindre le feu ou prévenir le feu. Cela est relié à un autre compromis. Devons-nous construire la chose correcte ou construire la chose correctement ou construire la chose vite? Nous voudrions les trois, mais c'est difficile de trouver l'équilibre. Supposons que nous sommes ici, essayant de développer le produit parfait avec l'architecture parfaite. Si nous passons trop de temps à faire cela, nous pouvons manquer le marché, ce qui posera des problèmes de trésorerie. Ou supposons que nous sommes là, essayant de transformer un prototype en un produit utilisable. Certainement parfait pour le court terme, mais à long terme, nous allons être submergés par les problèmes techniques et notre vélocité se rapprochera de zéro.
Supposons que nous sommes là, construisant une magnifique cathédrale en un temps record. Sauf que les utilisateurs n'ont pas besoin d'une cathédrale, ils veulent une chapelle. Il y a une importante tension entre les rôles Scrum. Le PO essaie de se concentrer sur construire la chose correcte. L'équipe de développement essaie de tendre vers construire la chose correctement. Le Scrum Master et les coachs essaient de se concentrer sur la vitesse, c'est-à-dire la boucle de feedback. Cela a de la valeur de bien dimensionner, parce qu'un cycle court accélère l'apprentissage, alors vous apprendrez plus vite quelle est la bonne chose à faire et comment la faire bien. En somme, tout est important, alors essayez de trouver le bon équilibre entre les trois. Finalement, il y a un compromis entre développement de nouvelles fonctionnalités et amélioration d'anciens développements. Product Backlog est un terme qui peut prêter à confusion, car il ne s'applique qu'à un seul produit. Project Backlog prête aussi à confusion car il implique qu'il a une fin, or un produit n'est jamais terminé, il y a toujours une amélioration à apporter. Donc, quand une équipe commence à développer un nouveau produit, qu'arrive-t-il à l'ancien ? Arrêter un produit d'une équipe vers une autre est coûteux et risqué. Un scénario plus commun est que l'équipe continue à maintenir l'ancien produit tout en développant le nouveau. Ce n'est donc plus un backlog de produits, mais un backlog d'équipes. Une liste de choses que le PO souhaite que cette équipe produise. Il est possible de faire un mélange des tâches destinées à plusieurs produits, et le product owner doit continuer à faire des compromis entre elles. À un moment, un utilisateur va solliciter Pat et lui demander « Et quand est-ce que ma fonctionnalité sera disponible ?» ou « Quelles fonctionnalités seront disponibles à Noël ?» En tant que product owner, Pat est responsable du management des attentes. Ce qui est plus important, management réaliste des attentes. Cela implique ne pas mentir. Je sais, c'est difficile, mais qui a dit que ça serait facile ? Ce n'est pas si difficile de faire une prévision, pour autant qu'il n'y a pas besoin d'être exact. Si vous mesurez la vélocité de votre équipe, ou la vélocité combinée de toutes vos équipes, vous pouvez dessiner un burn-down chart, comme ceci. Ce graphique montre le nombre cumulé de stories livrées en fonction du temps. Notez la différence. Cette courbe montre les sorties. Cette courbe montre les résultats. Là sont les sorties. Ici sont les résultats que nous avons obtenus. Notre but n'est pas de produire autant de sorties que possible, mais d'atteindre les résultats attendus pour faire des utilisateurs heureux en utilisant le moins de sorties possible. Maintenant, regardons le burn-down chart. Nous pouvons tracer une frontière optimiste, une frontière pessimiste. Le gap entre ces lignes est bien entendu fonction de la façon dont votre vélocité est fluctuante ou prédictive. Heureusement, cette tendance s'estompe avec le temps et le cône d'incertitude devient de moins en moins large. Ok, donc revenons au management des attentes. Supposons que le client demande à Pat « Quand est-ce que ce périmètre de fonctionnalité sera terminé ? Nous serons là, le périmètre est fixé. Cette question porte sur un délai. » Alors Pat utilise les deux lignes pour répondre. Le plus probable est entre avril et mi-mai. Supposons que l'utilisateur demande à Pat « Quelles fonctionnalités seront disponibles à Noël ?» Le délai est fixé. Cette question porte sur le périmètre. Les lignes nous disent tout ceci, une partie de cela, et rien de cela. Et enfin, supposons que l'utilisateur demande « Pouvons-nous avoir cette fonctionnalité pour Noël ?» C'est une question où le délai et le périmètre sont fixés. En regardant les lignes, Pat répond « Non, désolé, aucune chance. » Suivi par « Voici ce que nous pouvons faire d'ici Noël, et voici le temps dont nous aurons besoin pour terminer. » C'est généralement mieux de réduire le périmètre que d'étendre le temps, parce que si nous réduisons le périmètre d'abord, nous avons toujours l'option d'étendre le temps ensuite, et d'ajouter le reste des stories. En revanche, une fois fait, nous ne pouvons pas remonter le temps. Alors Pat présente les choses ainsi. Nous pouvons livrer quelque chose à Noël, et la suite plus tard. Ou nous pouvons livrer rien ici, et la suite plus tard. Que préférez-vous ? C'est assez simple à faire si vous mettez à jour vos prévisions chaque semaine. Ce qui est important ici, c'est que nous utilisons des données réelles pour faire la prévision. J'ai dit pas de ligne, ok ? C'est une façon très honnête de communiquer avec les utilisateurs. Ils apprécient généralement beaucoup. Si votre entreprise n'aime pas l'honnêteté et la vérité, ils n'aimeront pas Agile. Maintenant, un mot d'avertissement. Si l'équipe accumule les dettes techniques, si elle ne fait pas de tests automatiques, si elle ne fait pas d'amélioration continue de son architecture, elle ira de plus en plus lentement, irrémédiablement. Et cela rendra les prévisions impossibles pour Pat. Donc l'équipe est responsable de maintenir un rythme constant, ce qui évite à Pat de les mettre sous pression constamment. Pour les projets avec de multiples équipes, vous aurez besoin de plusieurs product owners, lesquels auront peut-être besoin d'un chef de product owner pour les aider à se synchroniser. Voilà, c'est tout. J'espère que cette animation d'Henrik vous aidera.